Bonsoir toutes et tous. Merci donc d'être venus pour cette intervention, pour ce cours, entre guillemets. Enfin, je préfère que ce soit un échange plutôt qu'un cours. D'ailleurs, quand Isabelle m'a contacté la première fois pour me proposer ce cours sur le cinéma punk, mon premier réflexe, ça a été plutôt d'être perplexe et de me dire est-ce que ça a vraiment un sens, étant donné que le punk est plutôt un art du présent, de l'instantané, un art du jaillissement, de la pulsion, alors que le cinéma est plutôt un art du recul, de l'analyse. Le punk se vit en direct, le cinéma c'est toujours du différé. Quand on voit un film, forcément il a toujours été tourné quelques mois ou quelques années avant. Donc voilà, je me disais, punk et cinéma, est-ce que ça va bien ensemble? Et puis par ailleurs, je me disais, un cours, une masterclass, voilà, le punk et l'université, est-ce que ça se marie bien? C'est pas très punk peut-être de donner un cours comme ça dans une salle en étant assis. Et puis finalement, j'ai un peu réfléchi quelques minutes. J'ai commencé à regarder quels étaient les films qu'on pouvait associer au punk. Et je me suis aperçu que finalement, il y en avait quand même pas mal. Voilà. Et puis, quant à l'idée voilà, de faire une masterclass sur le cinéma punk, je me suis dit, bon, on est quand même plus de 40 ans après l'âge d'or du punk, après l'événement, et que donc, finalement, on pouvait très bien, effectivement, se replonger dans cette période, voir quel sens elle avait à l'époque et si éventuellement elle a encore du sens aujourd'hui. Alors, je vais commencer peut-être, alors je ne sais pas évidemment parmi vous lesquels sont des connaisseurs du punk et ceux qui connaissent ça moins ou voire pas du tout. Donc je vais faire une petite présentation quand même de ce qu'était ce mouvement. Voilà, je vais essayer de ne pas être trop long. Alors punk, d'abord, c'est un terme d'argot américain qui signifie vaurien, raté, voyou, marginal. Enfin, voilà, c'est un terme d'argot qui existe depuis très très longtemps, bien avant le mouvement punk. Et en ce qui concerne la musique, en fait, avant ce qu'on connaît aujourd'hui comme le punk et qui s'est produit en 1977, ce terme-là avait déjà eu cours dans l'histoire du rock. À la fin des années 60, un monsieur qui était critique de rock à l'époque, qui s'appelle Lenny Kaye, qui est devenu plus tard le guitariste de Patti Smith. Donc Lenny Kaye, à la fin des années 60, début des années 70, fait une compilation des groupes américains des années 67, 68, 69, les groupes rock psychédéliques. En fait, c'était des groupes américains qui s'inspiraient beaucoup du rock anglais, des Beatles et des Stones, et qui souvent répétaient dans le garage de leur maison ou de leurs parents. Et on a appelé ce mouvement aussi le garage rock, et ces groupes-là, les garage bands. Et donc, il y a eu une compilation de ces groupes qui est sortie en 72, qui s'appelle Nuggets, et dans lesquels donc, on trouve un échantillon de tous ces groupes qui ne sont pas très connus, qui n'ont jamais eu des carrières très longues, qui ont eu un ou deux hit singles, enfin, ils ont un ou deux albums, enfin voilà, c'est pas des carrières très durables ou qui ont marqué profondément l'histoire du rock, mais beaucoup de fans de rock sont très attachés à ces groupes-là, et dans les notes de pochette, on les présente déjà comme des groupes punk. Voilà, les punks de l'époque, donc la fin des années 60. Justement, on les qualifie de punk parce qu'ils n'ont pas eu de grands succès ou ils n'ont jamais acquis une énorme notoriété. Voilà, alors je parlais de Lenny Kaye, donc, qui a bâti cette compilation, qui a constitué cette compilation de groupes, et qui donc plus tard est devenu le guitariste de Patti Smith, alors là pour le coup pendant des années, pendant des décennies. Et donc on voit bien le lien entre, comment dire, ce premier mouvement punk qui n'a pas eu un énorme écho médiatique, en tout cas pas en Europe, et ce qui est devenu le mouvement punk à partir de 1976 et 77.
puisque donc ce mouvement punk tel qu'on l'a connu, tel qu'il a eu un énorme succès, un énorme impact planétaire, et tel qu'on le conçoit encore aujourd'hui, c'est évidemment l'émergence de tous les groupes américains et anglais, principalement londoniens et new-yorkais, à partir de 1976. Alors aux États-Unis, c'est ce qu'on appelait la scène du CBGB, du nom de ce club downtown New York où jouaient la plupart de ces groupes et où on retrouvait donc des groupes comme les Ramones, Johnny Thunders, Heartbreaker, Richard Hell, Patti Smith, donc avec son guitariste Lenny Kaye, voilà, Television, ça c'était donc le punk new-yorkais. Et parallèlement à ça, en Angleterre, le punk a explosé à Londres avec les Sex Pistols, Clash, plus d'autres groupes un peu moins connus, enfin que connaissent les fans de punk, évidemment, comme X-Respects ou Siouxsie and the Banshees ou Generation X. Donc on voit bien voilà, que ce mouvement est vraiment centré sur Londres et New York. Après, évidemment, il y a eu des groupes punk à Manchester, à Los Angeles, il y en a même eu à Paris, et finalement, après, il y en a eu un peu partout dans le monde. Mais disons que le cœur du mouvement, c'était vraiment Londres et New York. Voilà, alors, les principes du punk, c'est il n'y a pas besoin de savoir jouer pour faire de la musique. Il suffit d'avoir de l'énergie, une guitare, un bon ampli et de connaître un ou deux accords, à peine 3 accords. Et par ailleurs, à Londres, le mouvement s'accompagne aussi de toute une esthétique. La mode punk, enfin le look punk, les cheveux ébouriffés, les fringues de récupération, les t-shirts déchirés, les épingles à nourrice. Donc en Angleterre, le mouvement ne se limite pas à la musique. Il y a aussi des designers, des couturiers, enfin des gens qui conçoivent et fabriquent des vêtements, dont la plus connue est Vivienne Westwood. Donc on voit qu'à Londres, la chose prend vraiment une ampleur qui est d'abord de la musique, mais qui dépasse le stade de la musique. Et avec le recul aussi, ce qui me semble important, c'est que ce mouvement du rock a émergé donc en 76-77. On est 3-4 ans après le premier choc pétrolier en 73 et donc le début de la crise économique dans les sociétés occidentales, le début du chômage de masse, un certain désenchantement, quoi. C'est vraiment la fin des Trente Glorieuses. Et avec le recul, on se dit c'est vraiment pas un hasard que le punk soit né à cette période-là, parce que la jeunesse commençait à vivre effectivement un fort désenchantement. Et je dirais dans l'éthique punk ou l'éthos punk ou la philosophie punk, à la fois on fait table rase du passé. Ce sont les Clash qui disent en 77 plus d'Elvis, plus de Beatles, plus de Rolling Stones. Et on ne croit plus au futur. C'est le fameux slogan « Nos futurs ». Et à New York, Richard Hell chante « Nous sommes la blank generation »,« We are the blank generation », c'est-à-dire la génération vide. Donc on voit bien que voilà, ce mouvement du punk rock est lié à un désenchantement. On ne croit plus tellement à l'avenir. Et c'est vraiment quelque chose qui se vit au présent. C'est le punk, c'est comme souvent d'ailleurs les grandes révolutions dans le rock, les grandes ruptures dans le rock, ce sont des jaillissements d'énergie qui se vivent vraiment dans l'instantané, dans le présent. Alors, le cinéma dans tout ça. Donc, quand j'ai commencé à réfléchir un peu, voilà, est-ce qu'il y a un cinéma punk, je me suis aperçu qu'effectivement, il y a pas mal de films finalement qui sont soit directement liés au punk, soit indirectement. Et j'ai fini en fait par les classer en 3 catégories. C'est d'ailleurs ces 3 catégories qu'on va suivre et les extraits qu'on va vous présenter voilà, appartiennent successivement à ces catégories. Donc premièrement, il y a eu les documentaires qui ont été immergés dans le punk, c'est-à-dire qu'on vécu le punk au présent et qui l'ont enregistré, qui l'ont capté, qui l'ont saisi. Donc vraiment les films
des films et des cinéastes qui étaient au cœur de la mêlée. Ensuite, la deuxième catégorie de films punk, ce sont soit des documentaires, soit des fictions, mais qui ont été faites un peu après, quelques mois ou quelques années après, et qui donc déjà avaient du recul par rapport à ce mouvement, et déjà donc un regard analytique, un regard distancié, rétrospectif, un regard qui essayait déjà de comprendre et d'évaluer quel était l'impact ou l'importance de ce mouvement. Et puis la troisième catégorie que j'ai identifiée, ce sont des films, alors souvent des fictions, qui ne parlent pas forcément de punk de manière directe, qui ne montrent pas, qui ne filment pas forcément des groupes punk ou qui n'ont pas forcément des morceaux de rock punk dans la BO, mais sont des films dont j'estime que l'esthétique et l'état d'esprit a un rapport fort avec le punk. Je pense par exemple au premier film de Jim Jarmusch, qui ont été faits avec très peu d'argent, en noir et blanc, donc peu de moyens. On retrouve dans ce cinéma-là un peu la philosophie du do-it-yourself du punk, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'être un virtuose, d'être un grand technicien ou d'avoir fait une école de musique ou une école de cinéma pour prendre une guitare ou pour prendre une caméra et pour dire ce qu'on a à dire et montrer ce qu'on veut montrer. Donc les premiers Jarmusch, il y a aussi les premiers films de David Lynch. Un film comme Eraserhead n'est pas littéralement un film sur le punk, mais on peut dire que dans son esthétique et dans son esprit, même dans la manière dont il a été fabriqué et produit, il y a quelque chose de très punk dans ce film. Je pense même au premier film de Caro et Jeunet, Le bunker de la dernière rafale, qui est pas leur film le plus connu, mais qui a aussi une esthétique et un esprit qu'on pourrait qualifier de punk. Donc je pourrais en citer beaucoup d'autres, les films de John Waters, les films de F.J. Hossan. Ce sont donc il y a tout un pan du cinéma qui ne se consacre pas littéralement au mouvement punk ou au groupe punk, mais qui partage un même état d'esprit et je dirais une esthétique, c'est-à-dire l'esthétique du punk telle qu'elle pourrait se transformer une fois qu'elle est appliquée au cinéma. Donc peut-être pour une intro, j'ai assez parlé. On va pouvoir lancer les deux premiers extraits. Donc, ce sont des extraits de DOA, Dead on Arrival, de Lech Kowalski. It's another rock revolution, just like Elvis, just like the Beatles. Now it's Johnny Rotten and the Sex Pistols and countless others. And we're making kind of like new rules. From one name's John, the Sex Pistols. Is it an historic event? Oh, yeah.
the greatest thing I've ever seen. It was worth all the money we paid and all the trouble we went through to get out here. Fuck no, they're garbage, man. Yeah, they're garbage. I like it for me, but I don't think I'd recommend it to anybody. All I can say is it was a vicious, rotten thing to do. I've been living in Italy, and I feel like I really miss this whole movement. I think I heard one time that they urinate on the audience one time. Why, I don't know. It just sounds goofy. The pistols are just out of sight. I think they got a lot of balls. It's about time we got some street fighting men here in America. It's about time we got someone to rile the people up. It's better than homework. It's better than a lot of stuff. I mean, you know, sometimes it's kind of boring in itself, but it's something to do. That would be a Sex Pistols holster. I think it was great. It was short and sweet, the way I like it. Very loud, very energetic, and very nice. Well, I thought when I saw Johnny Rotten's face, I thought I'd vomit. He's so beautiful. Sex Pistols are using news the best way possible. I admire them for it because they've been factory workers. They'd grow up and do nothing unless they would use the news and use the media to make something of themselves, and that's finally what they're doing, and they deserve it. Y'all are taking pictures of people. They're doing things that normally doesn't happen, but you're making a big thing out of it. Well, that's 'cause and that's it's what the smarter Sex than the Pistols are journalists. using. Those guys can't sing the worth of shit. Voilà, alors, je suis désolé, le deuxième extrait n'est pas sous-titré, donc je ne sais pas si vous avez à peu près compris tout ce qui se disait. Bon, bah, c'était des réactions du public très diverses. Il y en a qui adorent, enfin qui vraiment adhéraient aux Sex Pistols et au punk. Il y en a qui trouvaient que c'était nul, de la merde. Il y a un autre intervenant qui dit c'est super, c'est mieux que les devoirs, c'est mieux que le travail. Enfin, voilà, toutes sortes de réactions. Alors, le film de Kowalski, je l'ai choisi parce que c'est un des rares films qui vraiment a capté et filmé le punk, si j'ose dire, en direct live. Alors, c'est pas le seul, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a aussi Rude Boy, dont on verra un extrait après, et qui passe ce soir après cette intervention. Et puis, il y avait aussi Blank Generation d'Amos Poe, qui avait filmé donc toute la scène new-yorkaise du CBGB. Donc DOA de Lech Kowalski est l'un de ces films donc, qui a filmé la chose au présent. Alors ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est la tournée des Sex Pistols aux États-Unis. Donc le film réunit à la fois donc, le groupe anglais, le groupe punk anglais le plus emblématique, sans doute le plus célèbre, et tout ça dans un contexte américain. Donc le groupe sillonne les États-Unis. Et il faut savoir d'ailleurs qu'à la fin de cette tournée, le groupe va imploser. Donc il y a quelque chose à la fois de très fort de voir les Sex Pistols en pleine action et de savoir que là, les images qu'on a vues, ils sont à quelques semaines de la fin du groupe. Ça rejoint un peu ce que je disais, c'est-à-dire que le punk, c'était quelque chose qui se vivait vraiment dans l'instantanéité et dans le présent. Et donc, peut-être que c'était évidemment, comme souvent les grandes ruptures du rock, quelque chose qui n'était pas voué à durer longtemps, quoi. Et voilà, les Sex Pistols, dès le début, n'étaient pas voués à faire 10 albums et 20 ans de carrière, quoi. Donc, voilà. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir les réactions du public. Alors là, c'est un public américain. Et on peut voir donc d'une grande diversité. Et ce qui est notable dans l'extrait qu'on a vu, c'est qu'il y a certaines des personnes dans le public qui ont déjà plus ou moins un accoutrement punk, et les autres pas du tout. Il y en a qui sont habillés, entre guillemets, normalement, comme vous et moi, enfin, qui pourraient passer pour voilà, des salariés ordinaires, et qui néanmoins disent c'est fantastique qu'il y ait un groupe comme ça, c'est fantastique qu'il voilà, y ait des groupes qui secouent un peu le cocotier et qui portent un message ou une musique de révolte. On a besoin de ça. Donc j'ai bien aimé ce petit hiatus entre le discours que portent certains des spectateurs et puis la manière dont ils sont habillés, qui est tout à fait, ils sont habillés comme des gens ordinaires. Et ça, il me semble qu'aux États-Unis, c'était une différence avec le mouvement en Angleterre, parce que quand vous voyez ou que vous vous souvenez de ce qu'était le mouvement punk en Angleterre,
on pouvait voir que le public était habillé exactement comme les groupes, quoi. Ils avaient presque tous les habits de récupération, les t-shirts déchirés, les cheveux ébouriffés, les épingles à nourrice, etc., etc. Donc il y avait, je dirais, voilà, qu'il y avait un lien plus fort, peut-être en Angleterre, entre les groupes et leur public qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, notamment les Sex Pistols, qui étaient anglais, étaient comme un peu un produit exotique ou d'importation, quoi. Enfin, c'était ce qui n'empêchait pas le public, évidemment, d'aimer le groupe, mais on voit un peu le petit hiatus qu'il y a entre le groupe et son public. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce film, alors ce film est vraiment en immersion donc dans la tournée des Sex Pistols. On voit aussi dans le film, à un moment, il y a des séquences en Angleterre. Donc on voit les paysages de banlieue anglaise, les HLM, la grisaille. On voit un peu le contexte donc, dans lequel est né le punk et auquel le punk renvoie, c'est-à-dire cette crise économique, cette paupérisation des classes populaires, voire des classes moyennes, la présence du chômage, voilà, la grisaille de la vie. Et donc on voit ça dans le film. Et en même temps, ce film-là, je dirais, est vraiment en immersion dans la musique et dans le mouvement. Il observe les choses. Il n'a pas vraiment encore un discours politique. Il n'a pas encore de recul sur ce que signifie le mouvement. Et à une exception près, à un moment dans le film, j'ai pensé à vous montrer l'extrait, mais bon, on n'a pas le temps de montrer évidemment tous les extraits. On voit un concert de Sham 69, qui était aussi un groupe punk londonien. Et le chanteur chante une chanson qui parle de Oxford Street et de King's Road, donc des rues, des artères de Londres très connues, qui sont des rues commerçantes, où il y a beaucoup de commerces, notamment des magasins de vêtements. Et King's Road était par excellence la rue punk, si on peut dire. C'est là où il y avait tous les magasins, tous les stylistes punk. Voilà, c'est là qu'on allait s'habiller si on voulait s'habiller à la mode punk ou dans le style punk. Et le chanteur de Sham 69, je ne sais plus, c'est dans les paroles de la chanson ou c'est dans une adresse qu'il fait au public. Il dit, bah voilà, à Oxford Street et à King's Road, il y a plein de boutiques qui sont là pour prendre votre argent, voilà, pour prendre un peu l'argent du peuple. Et l'argent, il atterrit dans les poches des patrons de ces boutiques qui, eux, s'enrichissent. Donc là, on voit déjà poindre, je dirais, un regard politique sur le mouvement et qui a un regard politique ambigu. C'est-à-dire qu'à la fois, Sham 69, c'était un groupe punk donc, qui était dans le mouvement, mais qui avait déjà un regard, je dirais, lucide et critique et qui percevait déjà que le mouvement punk, qui est au départ un mouvement plutôt spontané, voilà, comme la plupart des mouvements de la pop et du rock, mais que très vite, ça peut être récupéré par les marchands, par le système commercial. Et voilà, donc ça, on ne l'a pas vu dans les extrêmes, en tout cas, c'est présent dans ce film. Donc un film qui est, encore une fois, qui est plus sur l'observation et en immersion dans la musique et au cœur de la tornade, hein, dans l'œil du cyclone, mais qui commence déjà à pointer certaines contradictions et à pointer le fait que le mouvement punk, c'est peut-être une comète, un feu d'artifice, mais qui va peut-être vite s'évanouir ou être récupéré par le commerce du rock. Alors, les deux extraits suivants que j'ai choisis, c'est un autre film qui est en immersion dans le punk, qui a été tourné en grande partie pendant la tournée 78 de Clash en Angleterre. Et c'est aussi un film qui a, je dirais, une vision et une analyse politique beaucoup plus pointue et développée que DOA. Donc, Rude Boy de Clash. These and the sea
and ammunition, police and thieves in the street. Yeah, scaring the nation with guns and ammunition. Jenny says, the revelation, next generation will hear me. Jenny says, the revelation, next generation. Now you cry woman, day by day. You still try to stop it in any way. Have to see people turn for officer. Now what I say, police, police, police and thieves. Oh yeah, police, police, police and thieves. The Genesis to Revelation. Sweet Jenna, Jenna, ooh. Now you cry walking, day by day. You still try to stop it in any way. All the people up there, turn more up and so. Yeah, what I say. Sign it in now. Take the pledge. You have done wrong. Whatever he said, but don't you try to argue. Hey, argue with me. I am your commanding officer. It's you, gonna be you. Still gonna rap. Oh yeah! Here I go. Here goes the love. Place far. Look out, look out. Down on that ground. Sit down, sit down, sit down. It's out, please. Why not sit down? And then suddenly there was a gun and a man to wield the gun. Yeah. Can you pull the trigger like you can waggle your fingers? Say a trigger, you know, and it's made of Cold Coast Cold Coast It's a cold Coast steel. Can make a man sing the silver Cold Coast
I don't think the Clash should be political, you know? It's like, I don't know, most left-wing politics, they're like real hypocrisy. It's like the Socialist Workers' Party, like, they say, like, left-wing is the truth, like, follow the left-wing politics. But, like, I don't know, left-wing is gonna fuck everybody up, you know? Especially Socialist Workers, like, all communist-backed, like all the others are. I know how you feel, like, because in Russia, it's just exactly the same as it was before they had the revolution. Just a new load of people driving around in the black cars and all the other people walking, just the same as before. I mean, I know what you mean, but... That's what it is here, isn't it? But why I think the left wing is better than the right wing is because at least it's kind of... It's not just for the few. The many slaving for the few. Yeah, but I know, like, my idea is to, like, make sure that I become one of the few, you know? What's the point of being one of the few? Yeah, at the moment there ain't, but, like, what happens when we all become so-called equal, right? And someone's got to control it. Then the people that control it, then they're, as you said before, right? Some people are going to be riding around in the black cars. So all I want to do is make sure that I'm riding around and not fucking walking. Yeah, like, when I read about the Socialist Workers' Party, it like, makes me more convinced that I'm a capitalist. And, like, I want to have a lot of money, and I want to have, like, a Rolls-Royce Camargue and a country mansion and, like, a house in Beverly Hills and everything, you know? Like, servants running around and doing what I want. I've just thought about it a lot, and I just think that there's nothing there. You can get all the Rolls-Royces, all the dough, all the country houses, all the servants you want. I just think there's nothing at the end of that road. No human life or nothing. And that's why I just don't want to go that way. You know, that's why I think that it's all of us or none. You know, I don't see the point in getting all rich and locking yourself up in that country mansion, because sooner or later some cunt's going to come around with a shotgun and blow your head off or whatever. It's nothing there. I'm sure of it. I don't know, I can't think what to do with myself, you know. Like, I'd like to get a job that I'm really interested in, then I can really work, you know. Like, I wouldn't mind a job with you lot, because, like, I'd like to get really into electrics and things like that. So, I don't know, how about a job roadieing or something? Well, I don't know, right? I mean, at the moment, how can I offer you a job? We've got to pay Johnny, we've got to pay Baker, and like we ain't on the road at the moment, we're just rehearsing. How can I offer you a job? What are you going to do? See my point? Yeah, right, that's the problem, isn't it? They don't even get paid, as it happens. Là, on a vu donc Joe Strummer, un de mes héros absolus. Donc, dans le premier extrait, qui chante, en fait, qui est une reprise d'un reggae, d'un classique du reggae, Police and Thieves, les gendarmes et les voleurs, enfin les flics et les voleurs. Et puis, dans le deuxième extrait, donc, il discute avec ce fan. Alors, c'est pas très clair dans le film si ce fan est vraiment, comment dire, un vrai fan ou si c'est un personnage joué par un acteur. Il y a une petite ambiguïté entre documentaire et fiction dans le film. En tout cas, je l'ai choisi. Alors, le premier extrait, ce que j'adore, c'est que le caméraman tient le plan sur le chanteur, c'est-à-dire le chanteur chante cette chanson, et il y a un gros plan sur lui qui est quasiment tenu du début à la fin de la chanson. Enfin, il y a un petit peu de montage, mais il y a vraiment des plans longs sur Joe Strummer. Et ça, je trouve ça, j'aime beaucoup ça, parce que c'est à la fois une confiance dans le cinéma et dans le plan. Voilà, il n'y a pas besoin de bouger la caméra dans tous les sens. Et c'est aussi une grande confiance et une fascination pour le chanteur et l'homme de scène qui était Joe Strummer. Et moi, je l'ai vu plusieurs fois sur scène, et Joe Strummer sur scène était absolument fascinant, quoi. Enfin, d'une énergie. Enfin, il concentrait sur scène un truc vraiment incroyable. C'était vraiment le leader, l'âme du groupe. Ce qu'on peut voir aussi dans l'extrait, c'est qu'il a un t-shirt où on voit le logo à la fois des Brigades Rouges et de la RAF, qui n'est pas la Royal Air Force, mais la Road Army Fraction, donc la bande Abadère.
donc les groupes d'extrême gauche, parfois violents, italiens et allemands de l'époque. Donc voilà, ça c'est Strummer arbore ça. Et puis dans la discussion, ensuite dans le deuxième extrait avec le fan, donc il explique, comme vous l'avez vu, aux fans que s'enrichir, etc., tout ça est vide et morbide et ne mène à rien. Donc pourquoi j'ai voulu montrer ces deux extraits? Déjà parce que ça représente tout à fait la manière dont est fait ce film, c'est-à-dire c'est une alternance d'extraits de concerts. Donc on est, comme dans le film précédent, dans la mêlée, dans les concerts, dans l'énergie brute et instantanée de ce qu'était le punk. Et en même temps, il y a toutes ces scènes en dehors des concerts où l'on voit un peu l'Angleterre de l'époque, qui était donc l'Angleterre de 77-78, avant l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir. Et on voit donc quelle est à la fois la situation du prolétariat anglais, le chômage de masse, la pauvreté. Et dans le film, alors on ne le voit pas dans les extraits vraiment, mais on le voit beaucoup dans le film, il y a aussi des tensions raciales, des tensions ethniques, notamment avec la communauté jamaïcaine de Londres. Et par ailleurs, il y a aussi une montée du National Front, qui est donc le Front National anglais. On voit ça aussi dans ce film. Donc début de la crise, début du chômage, montée des tensions entre communautés, montée d'un parti d'extrême droite. Toute ressemblance avec la situation actuelle en France n'est pas qu'une coïncidence, parce que je pense qu'on est toujours en train de vivre ce moment-là depuis 30-40 ans. Enfin, on y reviendra. Et c'est intéressant aussi de comparer ce film au précédent, c'est-à-dire Rude Boy et DOA. Donc je disais que DOA était beaucoup plus en immersion dans la mêlée et moins politique. Rude Boy, il est les deux. Il est à la fois en immersion et il pose déjà un regard politique, social, sur la signification de ce qu'était le punk. Alors je pense qu'il y a deux raisons à cela. D'abord, le groupe Clash était beaucoup plus politisé que les Sex Pistols, ou en tout cas leur conscience politique était beaucoup plus articulée, beaucoup plus développée, beaucoup plus mature. Les Sex Pistols avaient évidemment des slogans très politiques, anarchie au Royaume-Uni, God Save the Queen, donc l'hymne anglais passé à la sulfatose punk. On l'a vu dans l'extrait précédent, il dit anarchie, révolution. Donc les Sex Pistols fonctionnaient surtout par slogan. Voilà, ils utilisaient des mots, des termes, des slogans comme ça, qui frappaient l'imagination et qui étaient liés aussi à l'esthétique de leur musique. Alors que Clash développait plutôt une analyse beaucoup plus développée qui dépassait de loin le slogan. Dans Rude Boy, il y a un autre extrait que j'aurais pu vous montrer, mais encore une fois, je ne peux pas tout montrer. C'est quand Clash joue dans un festival Rock Against Racism, le rock contre le racisme. Il faut savoir qu'une bonne partie des groupes punk anglais de l'époque étaient mobilisés contre le racisme et contre la montée du Front National anglais, du National Front. Et on voit ça aussi dans l'extrait que j'ai choisi, la chanson Police and Thief, qui est une chanson reggae. Et contrairement aux Sex Pistols, Clash, dès le début, a joué du reggae. Ils en ont joué d'ailleurs de plus en plus au fur et à mesure. Donc même dans leur musique et dans leurs choix musicaux et dans leur ouverture musicale, ils traçaient un pont donc avec la communauté noire, la communauté jamaïcaine. Donc même par leur musique et par leurs choix musicaux, déjà ils combattaient le racisme, enfin les tensions intracommunautaires ou intercommunautaires plutôt. Voilà, donc et puis bon, Rude Boy, c'est la tournée Clash 78. Tous les extraits de concert sont absolument fantastiques. Enfin, je le dis pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Donc je vous invite et je vous incite vraiment à aller le voir après, évidemment, si vous en avez le temps et la possibilité.
Voilà, donc ça, c'était les films qui étaient vraiment en immersion dans le mouvement punk, qui ont capté le mouvement punk au présent de ce mouvement. Maintenant, on va voir un film. Alors, je ne sais plus quel est l'extrait suivant. Oui, voilà. On va voir Sid and Nancy d'Alex Cox, donc, qui date de 1986, qui est une fiction donc, sur Sid Vicious et sa compagne Nancy Spoggen. Donc un biopic, si on veut, qui a donc été fait bien après le mouvement punk, avec des acteurs, un scénario, une fiction. Donc on n'est plus dans le cinéma en immersion au présent, mais déjà dans la fiction en différé. Donc on peut envoyer les 2 extraits de Sid and Nancy. Wally. Like, I was at CBGB's at this audition, right? So this guy says, "Can you sing like Debbie Harry?" It's a bad deal looking like an established star, let me tell you that. I mean, I like Debbie. We're really good friends, actually. You've done this before, right? Oh, yeah. Thanks. I'm just not going to, okay? You have to, you promise. Yeah, well, I changed my mind. You can't. You can't change your mind. We said we'd go out together. You can't change your mind. Of course I can. I just did. I did. No. Please, oh, Glory. You promised. You promised. You know, I'm getting out of this Popsy place. I go back to England. No, why? Because I want to get straight, you know? I'm just sick and tired of all these fucking people that just kiss ass. You know, I want to get back to my friends and people who care. Go on. Just leave me. You always putting fucking words in my mouth. You're not saying I would fucking leave you. No, I fucking did not. I'm your best friend, Sid. So you keep fucking telling me. And you'll never get straight. You'll never get straight, Sid. You say that every fucking day. It's the same. I can't get up tomorrow to the same thing. I can't do it anymore. Oh, God, please help me. Please, you promise. Oh, you're so full of shit, you know. You're so fucking blind. No, I'm not. I'm not blind. I see everything. Where are you going? You can't have your license. No, it's 5 o'clock in the morning. There's nothing out there. Fucking way. Fuck you, Sid. You're so stupid. You're so fucking weak. Help me. Please. You're so fucking weak and stupid. Help me. Help me. Fuck up. Fuck up. Fucking hell. No. You get out. You want to fucking die? Yeah. You fucking die. Fuck you. Oh, shit. Oh. Alors,
Donc là, on est, comme je disais, dans une fiction. Les deux acteurs sont donc Gary Oldman et Chloé Webb. C'était des acteurs, c'était pas des punks. On est en 86, donc on est 8 ans après l'année décisive du mouvement punk. Donc il y a déjà un double recul, le recul temporel et le recul de la fiction, donc une fiction scénarisée, jouée avec des acteurs, etc. J'ai choisi ces deux extraits pour montrer que voilà, cette histoire de couple donc, entre Sid Vicious et Nancy Spungen est une histoire tragique. On voit dans le premier extrait, ils se connaissent depuis peu, ils se piquent tous les deux ensemble, ils prennent un shoot d'héroïne. Donc c'est vraiment une histoire d'amour qui est totalement liée à la drogue et à l'addiction à la drogue. Voilà, les deux se sont connus par la drogue. Nancy Spungen, après, fournissait Sid en drogue. Ils sont donc ensemble, ils ont vécu l'addiction. Ils ont à la fois vécu leur histoire d'amour, donc assez sombre, tout ça lié à une situation d'addiction qu'ils ont aussi donc vécu ensemble. Et tout ça a abouti à la fin donc à cette tragédie. Sid Vicious a fini par assassiner Nancy Spungen. Donc, comme le montre la scène, on ne sait pas trop si le geste était volontaire ou involontaire, si Sid Vicious était lucide ou complètement défoncé, s'il a vraiment poignardé sa compagne ou s'il jouait avec un couteau et qu'elle s'est fait planter accidentellement. Il faut savoir que Sid Vicious lui-même est mort d'overdose quelques mois après. Donc tout ça est une histoire très tragique. Sid Vicious, en fait, et Nancy Spungen sont, à la fois responsables de leur situation, de leur destin tragique, et en même temps, je pense qu'ils ont été aussi victimes de leur croyance naïve, je dirais, dans le punk, et peut-être victimes... j'aime pas dire du système parce que c'est un peu facile de dire ça, mais disons victime de tout l'environnement. C'est-à-dire que c'est pas d'ailleurs propre au punk, mais quand on fait carrière dans le rock'n'roll, il y a énormément de tentations, de gens plus ou moins louches qui rôdent dans ce milieu, qui veulent tirer avantage de vous, de votre célébrité, de votre richesse, enfin quand vous êtes une rockstar. Et notamment, il y a les divers commerçants, dont les commerçants de la drogue, qui profitent de ça. Et évidemment, les rockstars qui s'en sortent et qui vivent longtemps et durablement sont soit les plus lucides, soit les plus fortes moralement, soit les plus fortes du point de vue de la santé. Voilà, je suis toujours, par exemple, des gens comme Keith Richards ou Iggy Pop, qui sont maintenant septuagénaires, avec tout ce qu'ils ont pris toute leur vie. Pour moi, c'est une espèce de miracle biologique ou de miracle de la santé, où voilà, il a fallu à ces rockstars-là une force incroyable pour survivre et pour vieillir avec le mode de vie qu'ils ont eu. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, malheureusement. Dans le rock, il y a eu beaucoup de morts précoces, prématurées. Et donc, Sid Vicious et Nancy Spungen, c'est évidemment un de ces exemples très sombres et tragiques. Alors, le film Sid et Nancy, qui a été réalisé par Alex Cox, qui est un cinéaste qui a toujours eu une sensibilité très proche du rock et même du punk. Il a fait aussi des fictions où il a fait jouer comme acteur des musiciens de rock. Il a fait jouer Joe Strummer comme acteur. Il a fait jouer Shane McGowan, le chanteur des Pogues. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une sensibilité proche du rock et du punk rock. Mais quand on revoit Sid et Nancy, c'est franchement pas une publicité pour le mode de vie punk. Et il y a encore une scène, encore une fois, que j'aurais pu vous montrer, mais évidemment, voilà, toujours pareil, je ne pouvais pas montrer 4 ou 5 extraits par film, on n'avait pas le temps pour ça. Mais on voit, alors je ne sais plus si c'est Sid ou Nancy qui... ils sont convoqués au commissariat chez un policier, voilà, parce qu'ils ont été pris avec je ne sais plus quoi, 3 grammes d'héroïne ou de coke.
Et le policier leur fait un peu la morale. Et quelque part, c'est aussi un peu le point de vue, je pense, du réalisateur, du cinéaste. Il leur dit, vous devriez arrêter de vous doper, de vous droguer, il faut sortir de cette addiction. Vous faites le jeu de différents pouvoirs. Hein. Quand le peuple se drogue et quand le peuple est défoncé, ben, le peuple ne réfléchit plus et le peuple ne se révolte plus et le peuple n'a plus conscience de sa condition et n'a plus l'énergie et la capacité de se rendre compte de sa condition et éventuellement de se révolter. Donc le policier leur fait une vraie leçon politique. Et je pense que c'est le point de vue du réalisateur. Donc c'est à la fois une histoire d'amour sombre et tragique, et en même temps un regard, alors là pour le coup plutôt critique et négatif, alors pas sur le mouvement punk en tant que mouvement musical ou que explosion de rock qui était magnifique et nécessaire, mais qui montre que certains mouvements du rock ne sont pas faits pour les gens, les personnes les plus fragiles et les plus naïfs, que ça peut être très dangereux. Voilà. Alors, ensuite, je voudrais vous présenter 2 extraits du film L'affaire des divisions Morituri de F.J. Osang. Et là, on passe donc à une autre catégorie de films punk, qui sont les films pas forcément donc sur des musiciens punk ou sur la musique punk, mais qui ont une esthétique et un état d'esprit qu'on peut rapprocher du punk. Donc Les divisions Morituri, F.J. Osang, s'il vous plaît.
shoulder to shoulder. Some take the risk. Pour mémoire de quelques actualités de la fraction armée rouge. 2 juin, Benno Ohnesorg est abattu par la police de Berlin. 11 avril, incendie d'un magasin de Francfort revendiqué par le mouvement du 2 juin et attentat contre Rudi Dutschke à Berlin. 24 juin, décret d'exception. 14 mai, libération de Bader par un commando RAF. 15 juillet, Petra Schlemm est abattue à Hambourg au cours d'un contrôle de police. 2 mars, Thomas Weisbecker est descendu à Augsbourg d'une balle en plein cœur tirée à 3 mètres. 16 mars, Carmen Roll est soumise à une narcose totale à l'éther pour les besoins de l'enquête. Mai 72, plasticage par la RAF du bureau CIA de Francfort, du QG américain en Europe d'Heidelberg, des bureaux de la police politique à Augsbourg et Munich, responsables de la mort de Weisbecker. Juin-juillet, arrestation de Bader, Raspe, Ensling, Mainz, Mannhof. Ils seront soumis à un isolement systématique. Grève de la faim des prisonniers contre la torture par privation sensorielle. Novembre 1974, mort d'Holger Mainz au 54e jour de sa grève de la faim. 400 calories par jour lui étaient accordées au lieu de 1200. 10 novembre 1974, le président de la Cour suprême de Berlin est abattu au cours d'une tentative d'enlèvement. Décembre 1974, le Parlement fédéral de Bonn décrète des lois ad hoc en prévision des procès RAF. 23 février, enlèvement de Peter Lorenz. Mars, mai, les avocats Croissant, Groenewold, Ströbele sont récusés pour défendre la RAF. On les accuse de complicité. 24 avril, occupation de l'ambassade d'Allemagne à Stockholm par un commando RAF. L'échange de 26 détenus contre 11 fonctionnaires est refusé et l'assaut donné. 4 mai, mort de Siegfried Hausner, membre du commando RAF à la prison de Stammheim. Voilà, alors, j'ai choisi ces extraits d'abord pour donner un échantillon de l'inspiration incroyable de F.J. Hossan, qui, avec très peu de moyens, dans ce film-là, comme dans tous ses films, a une invention à l'image et au son absolument incroyable, quoi. Il arrive toujours à faire surgir des plans, des images, des sons aussi. Enfin, il y a tout un rapport évidemment chez lui entre l'image et le son, qui sont toujours, voilà, je trouve très évocateurs, très inspirés et très inspirants. Donc ça, c'était la première raison de ce choix. Après, dans le deuxième extrait, ce que je trouve très intéressant, très beau et qui est aussi typique du cinéma de Hossan, c'est qu'il mélange à la fois la fiction, on est vraiment dans le cinéma, mais avec un C majuscule, c'est-à-dire on est même dans la mythologie du cinéma, c'est-à-dire il recycle énormément de styles qui appartiennent à l'histoire du cinéma. On peut percevoir l'influence du constructivisme russe, l'influence de l'expressionnisme allemand, l'influence de la série B, l'influence du film noir. Hossan brasse tout ça dans ses images. Mais dans le deuxième extrait, ce qu'on entend au son, ce sont des faits. Ce sont des faits qui se sont passés, soit des attentats de la bande à Bader, soit des faits de répression policière sur les groupes d'extrême gauche de cette époque. Donc il y a, si vous voulez, un mélange, un jeu entre la pure fiction, le cinéma, encore une fois, dans ce qu'il a de plus fictionnel et de plus mythologique, et une dimension beaucoup plus documentaire et réaliste, et voilà, et liée à des événements réels.
Alors, ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous connaissez le cinéma de F.J. Hossan, dans ce film-là, comme dans la plupart de ses autres films, la narration est toujours, très expérimentale, très parfois confuse, embrouillée, pas toujours facile à suivre. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui ne fonctionne pas sur des scénarios en béton brut avec un début, un milieu et une fin, mais c'est plutôt un cinéma qui fonctionne par des sensations. Voilà, comme si Hossan envoyait, des impulsions, des stimuli aux spectateurs. Alors des stimuli qui peuvent passer, comme je l'ai dit, par le son ou par l'image, par les associations d'image et de son, par les disjonctions entre le son et l'image, comme dans le deuxième extrait que j'ai présenté. Et le cinéma d'Hossan a donc plutôt une logique à la fois sensorielle et poétique. Et en même temps, à travers cette dimension sensorielle et poétique, on perçoit des bribes d'histoire, des bribes de thèmes. Alors ce film-là, on sent qu'il évoque bien sûr les années 70, les groupes radicaux, qu'ils soient politiques ou non politiques, la répression dont ils ont été l'objet, et le film projette comme ça une atmosphère de film noir un peu angoissante, où on a l'impression qu'il y a des gens de pouvoir mystérieux, inatteignables, qui détiennent le pouvoir et qui l'exercent sur les populations et sur les peuples. Mais Hossan ne développe pas non plus un discours hyper précis ou hyper identifiable. Il se contente juste de donner une atmosphère, de donner une note. Et je trouve cette manière de fonctionner comme ça par stimuli esthétiques, je trouve que ces images, parfois le jeu qu'il y a avec le noir et blanc, avec la lumière et l'obscurité, c'est vraiment comme des flashs électriques. Et je trouve que la manière dont il filme et la manière dont il fait du cinéma s'apparente vraiment au rock, voire au punk rock. C'est-à-dire que c'est une question qui passe vraiment par le corps, par le physique, par des sensations, beaucoup plus que par du discours ou des histoires avec un début, un milieu et une fin. Donc F.J. Hossan, je ne sais pas si ce film-là est déjà passé ou s'il va passer, mais en tout cas, s'il n'est pas encore passé, j'invite tout le monde à le découvrir et à découvrir ses autres films aussi. Alors le lien avec le punk... Marche. Oui, le film est déjà passé, notamment dans une version restaurée et teintée, puisque les films d'Hossan ont été restaurés. Et pour ceux qui n'étaient pas là, un livre de Michel Collery vient de sortir sur Hossan. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à vous le procurer, ainsi qu'un recueil de poèmes, puisqu'il est également poète. Oui. Il sort un nouveau recueil là. Donc allez voir en librairie si vous n'avez jamais lu sa poésie. Est-ce qu'on peut dire qu'Hossan, j'en profite pour poser une question, est punk oui, alors, lui-même, et d'ailleurs il fait partie de groupe aussi. J'allais y venir. Pourquoi aussi il y a un lien très fort avec le punk? D'abord parce que Hossan lui-même avait, et a peut-être toujours d'ailleurs, je ne sais pas, un groupe punk qui s'appelait les Messageros Killer Boys, MKB. Il y avait un autre nom aussi qui était MKB Fraction Provisoire. Enfin, voilà. Il a eu plusieurs groupes punk avec plusieurs noms. Souvent, c'est sa musique qui est utilisée dans ses films. Donc, ce qu'on entendait là, c'était du MKB. Dans l'affaire des divisions Morituri, dans la BO, il y a d'autres groupes punk, notamment Lucrat Milk, qui était un groupe punk français. Donc, voilà, ça, c'est un premier élément de rapport très fort avec le punk. Deuxième chose, Hossan était très proche de Joe Strummer. Alors, si vous vous souvenez, dans Rude Boy, Joe Strummer avec ce t-shirt Brigade Rouge, Road Army Fraction. Donc là, dans l'extrait que je vous ai montré d'Hossan, il y a tous ces faits, ces faits de répression policière ou d'attentats liés à la fraction Armée Rouge. Donc voilà un lien tout à fait clair entre les deux films et entre Hossan et Joe Strummer. Et il faut savoir qu'Hossan a aussi engagé Joe Strummer comme acteur dans un de ses films ultérieurs qui s'appelle Mr. Chance. Donc il y a vraiment une proximité, un compagnonnage entre Hossan et le mouvement punk.
Et puis enfin, mais ça je crois que je l'ai dit précédemment, l'esthétique d'Ossan, la manière dont il traite l'image et les sons dans ses films, pour moi, s'apparente tout à fait à ce que peuvent faire les groupes punk. C'est-à-dire il a peu de moyens et il fait vraiment avec les moyens du bord. Donc peu d'argent, mais beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. C'est un peu comme ça que procédaient aussi les groupes punk. Voilà. Alors maintenant, on va continuer avec les 2 derniers extraits, donc de Out of the Blue de Dennis Hopper. Are you a punker? Know some punk rock groups, you know. Do you like punk? Oh, yeah. Get off on it sometimes. It's real good. Better than that disco shit. Disco sucks. Hell yeah. Punk is here forever. Want to come and get high? Yeah, why not? Could smoke some grass and maybe go out and find pointed sticks and go and punk out for the night. All right. Do you like punk? It's okay. Look what I did. Elvis. Elvis is with me forever. Elvis. Punk is here to stay, man. Disco sucks. Elvis is one of the first punks. Last night I heard you talking. Bells replaced the rain. And while the earth was turning blue, if she's got the looks, you'll try to get her hooked. Take her for her love and money. Double water beds, ripple wine and red. She believes it when it calls her honey. Little does she know, never would it tell that they're headed for a life at the Blue Motel.
This time, you know how much... On the road. Do you know how much money I need to get if we're going to run? I want to answer. You better answer me. You better answer me. What? I'm not making problems. I'm not making problems. Not problems. Promises. You don't know. Promises. I don't know. What do you got? Answers? Well, you can get another job. Get bullshit. Job. Stay. Where? Here. Where? Job. Here. There no job. You don't. You don't know your ass to the hole ground, lady. Don't you talk to me like that. Don't you yell at me. Fix the truck. You know how much money you take to fix the truck? You don't know how much money you take to fix the truck. We didn't talk about a few $100 here. We're talking about $1,000. $1,000 just to turn it over and the tires and the flat. Oh, God! The fuck am I talking about? What? You don't know anything about it. Well, at least I've been working. I've been making some money. What have you been doing? You've been boosting it up with your jerky friends. I haven't been working. Don't you talk about my friends. Well, I'm gonna give you one more. Stop putting me down. Put you down. Remember who I am. Huh? Get bed. Cover your head with a pillow. I don't want to hear no crying in this house. See me? Good stuff. Go there. Get in bed. Get in bed. Alors, moi, dans ce film, j'adore la petite actrice, enfin le personnage et l'actrice qui la joue, Linda Mans, voilà, qui est à la fois, comment dire, une gamine qui est encore dans l'enfance. Dans les deux extraits, on la voit sucer son pouce, et en même temps, elle affronte le monde des adultes. Le monde qu'on qualifie de white trash, hein, c'est-à-dire le monde de la classe ouvrière blanche américaine. Et pendant tout le film, elle affronte ça, je trouve, avec un courage, une force, une dignité, c'est-à-dire tout ce qui peut être glauque et terrible autour d'elle, finalement, ne l'atteint pas. Elle traverse tout le film comme ça, et bon, je ne dis pas la fin, mais en tout cas, c'est vraiment une héroïne très émouvante et formidable. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, voilà l'exemple typique du film, où le punk est présent, où il y a, je dirais, un état d'esprit ou un environnement qu'on pourrait apparenter au punk, et où pourtant on n'entend quasiment jamais de musique punk. À vrai dire, on entend beaucoup plus Elvis Presley, beaucoup plus de rock des années 50, 60 et 70. On entend même du country rock. L'héroïne là qu'on a vue dit pendant tout le film qu'elle admire le punk, qu'elle adore le punk, qu'elle rêverait de rencontrer Sid Vicious, et en même temps, son grand héros, c'est Elvis Presley. Elle a des posters d'Elvis partout, elle a le blouson Elvis. Sa mère, qui est serveuse dans un diner, est habillée comme une cowgirl, hein, avec les Santiago et la veste à franges. Et le père qui est un taulard, qui sort de tôle, qui essaye de trouver du boulot puis qui n'en trouve pas. Enfin, donc cette fille évolue dans une famille qui essaye de s'intégrer, de correspondre au rêve américain, à l'image idéale de la famille américaine, et qui n'y arrive jamais. En fait, voilà, que ce soit la mère, le père ou la fille, ils sont totalement des marginaux. Donc lui est taulard, chômeur, les parents n'arrêtent pas de s'engueuler, et elle se rend compte que voilà, il n'y a pas franchement d'avenir pour elle dans ce contexte, voilà, dans le contexte d'une famille ouvrière dans la banlieue d'une bourgade anonyme au milieu de l'Amérique. Donc ce contexte de prolétarisation, de paupérisation, d'environnement, disons, un peu dangereux, comme on le voit dans le premier extrait, où elle est embarquée par le chauffeur de taxi dans cette espèce de lieu glauque, voilà, enfin, en tout cas, qui est en tout cas pas fait pour une gamine de son âge. Donc elle est entourée comme ça de monstres.
Et toute cette paupérisation, cette prolétarisation, je dirais, s'apparente vraiment au monde dans lequel est né le punk et au monde que reflétait le punk et au monde que le punk rejetait et condamnait. Voilà. Alors, ce qui est aussi, ce qu'il faut noter, c'est que Dennis Hopper, il réintroduit aussi le punk un peu dans l'histoire du rock et dans l'histoire de la culture américaine. C'est-à-dire, il redonne une généalogie au punk. Dennis Hopper, c'est le réalisateur d'Easy Rider, un classique de la contre-culture des années 60, un classique du film de biker hippie, enfin, que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent. Et puis, après Out of the Blue, il fera Colors sur les guerres de gangs à Los Angeles, et là, dans un contexte musical qui est plutôt le rap, qui est voilà, la musique en vogue à Los Angeles dans les années 80, et la musique auquel s'identifient les gangs de Los Angeles à cette époque-là. Donc, dans ces films, Dennis Hopper, en fait, aura toujours épousé les grands mouvements du rock, les grandes ruptures, les grandes inventions du rock. Et là, donc, dans Out of the Blue, il est plutôt, donc, il correspond au moment punk. Mais encore une fois, il y a très peu de punk dans le film. À un moment, l'héroïne assiste à un concert punk d'un groupe local inconnu, hein, mais c'est tout. Le reste du temps, elle se réfère à Elvis, et dans la BO du film, on entend du rock. Et je trouvais intéressant, en tout cas, que Dennis Hopper réinscrive le punk dans l'histoire du rock, ce qui est contraire à l'éthique punk des débuts, puisque les punks voulaient faire table rase du passé et considéraient qu'il n'y avait pas de futur. Alors, en l'occurrence, là, les personnages du film, on ne sait pas vraiment s'ils ont un avenir ou un futur désirable. Mais le mouvement punk est réinscrit dans la continuité du rock. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de montrer ce film après tous les autres. Alors après, évidemment, comme je disais au début, on aurait pu penser à des tas d'autres films, hein, en ce qui concerne en tout cas les films qui ne sont pas littéralement sur le punk, mais qui peuvent être qualifiés de punk parce qu'ils en partagent ou l'esprit ou l'esthétique. Donc, je disais Jarmusch, John Waters, Lynch. J'en viens même à me demander si on ne pourrait pas considérer Godard comme un cinéaste punk, hein, même si il a cassé tous les codes du cinéma bien avant que le mouvement punk n'émerge. Mais en fait, à mon sens, tout film pourrait être qualifié de punk ou apparenté à punk à partir du moment où il se fait en dehors des major compagnies du cinéma, où ils se font avec des budgets très limités, avec très peu de moyens, et où les cinéastes arrivent, à inventer leur esthétique et leur langage personnel, à casser les codes du cinéma dominant, et dans la mesure où les films portent aussi une part de révolte contre le monde tel qu'il est, contre la société telle qu'elle est, et contre l'ordre dominant. C'est pour cela que je pense que le punk a aussi une résonance aujourd'hui, parce que cette crise du monde occidental qui a commencé au milieu des années 70, j'ai l'impression qu'on n'en est jamais sorti, que les choses n'ont fait que s'aggraver. Le chômage de masse, on n'en est jamais sorti, en tout cas pas en France, pas en Europe. Les tensions communautaires, ça existe encore. Le racisme, ça existe toujours. Et par-dessus le marché, on a le réchauffement climatique. On est toujours plus ou moins dans la pandémie qui est planétaire. Donc, bref, pas la peine de vous faire un grand exposé sur tout ça. Voilà, je pense que si le punk résonne aujourd'hui, c'est pour sa capacité de révolte, de prise de conscience, la capacité qu'il a de porter une colère, un rejet. La limite du punk, c'est peut-être que ça s'est limité au constat de révolte et de colère, et que le punk n'a jamais eu l'ambition ou la capacité de proposer, disons, un contre-projet, une contre-société. Mais en tout cas, il a pu proposer des bons disques, des grands disques et des grands films, et c'est déjà pas mal.